Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le scanner, votre émission de débat constructif qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Nous essayons de débattre l'actualité majeure du pays avec des chroniqueurs, des débatteurs qui sont au banc même de cette actualité. Bienvenue si c'est maintenant vous nous prenez en marche sur la 89.5 en bande FM. Si vous nous regardez sur Kavi TV, canal 500, si vous avez StarTime chez vous, ou si vous nous suivez via les réseaux sociaux sur Facebook, vous pourrez nous suivre sur notre page officielle groupe Kavi Média, également sur siaminfo.com, notre site d'information de prédilection. Au menu de ce jeudi, qui a donné l'ordre d'arrêter Lamine Ouarabasako du RPG Arc-en-Ciel. Le fervent militant du RPG a été interpellé ce mercredi Manu Militari par des hommes cagoulés à bord d'un pick-up de la BAC 8. Le système rend fou, nos dirigeants s'en fichent et la population s'en plaint. Les années sont passées, mais rien n'a changé, déplore un avocat proche du dossier. Aucun motif ne nous a été dit et notre client a passé sa première nuit en garde à vue sans aucune explication, a-t-il renchéri. Que reproche-t-on réellement à ce inconditionnel du RPG Arc-en-Ciel? Nous passons au peigne fin, les dessous de cette arrestation ici dans cette émission, le scanner. Et puis l'assaut pour la dignité du SPPG a-t-il commencé à porter fruit? Voilà la question que nous posons ce matin. Le site inquisiteur.net, sous restriction depuis plusieurs semaines, reprend du service, un ouf de soulagement pour nos confrères, mais pas suffisant pour le SPPG qui doit continuer la lutte dite de la dignité. La sortie du SPPG a-t-elle pesé dans la balance? Yaya Diallo reviendra sur la genèse du conflit autour du site inquisiteur.net. Et puis nous parlerons du procès des événements du 28 septembre qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Mamadou Aliou Diallo, une partie civile à la barre, a livré un témoignage des plus sanglants, il faut le dire. Ce marchand de profession affirme avoir été arrêté au stade et conduit au camp Koundara, actuel camp Makambo, une déclaration qui focalise les attentions. C'est ce témoignage, je cite: les militaires nous ont demandé de nous allonger sur le goudron. Sur place, chacun a reçu 50 coups sur le dos. Ensuite, on nous a déshabillés avant de nous demander de ramper. En ce moment, Bégré était à l'étage. Il observait la scène. Ensuite, ils m'ont dit d'aboyer comme des chiens et de chanter les louanges de Dadis. Fin de citation. Pourquoi il dit avoir cet accusé, pardon, cette partie civile dit avoir été libéré un dimanche suite à l'intervention d'un policier dont ses parents ont versé une somme de 2 500 000 francs guinéens. Grave pour un pays de droit comme la Guinée, mais pour quelle nécessité d'ailleurs? Nous posons la question dans cette émission, le scanner. Et dans la dernière partie, nous nous intéresserons au conflit Israël-Hamas où des milliers de morts sont enregistrés avec des combats qui se poursuivent. Restez à notre compagnie. Tout à l'heure, nous lançons les hostilités. Nous sommes jeudi et vous le savez, c'est jeudi d'enquête. Avec nos différents confrères, nous débattrons de l'actualité majeure. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.
C'est donc parti pour les hostilités. Ils sont autour de moi, les débatteurs de ce matin, hein, avec l'autre chroniqueur de cette émission. J'aime l'appeler comme ça. Yamoussa Cheikh Camara, hein, bonjour. Bonjour Abdallah, et j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Ah bon? Ce qui se passe à Sigiri. Ouais. C'est très grave. Sigiri, cette ville aurifère, est devenue aujourd'hui une ville qu'on ne peut pas décrire, puisque tous les jours que Dieu fait, il y a des cas de mort qui sont signalés, soit dans les mines, soit avec les individus armés non identifiés. Et donc, il faut interpeller aujourd'hui le ministère de la sécurité et de la protection civile, le colonel à la retraite Bachir Diallo, le général pardon, à la retraite Bachir Diallo a du pain sur la planche de ce côté-là, puisqu'on ne doit pas vivre une atmosphère de terreur dans une ville comme Sigiri. Il faut que l'on s'interpelle, il faut que l'on s'autosaisisse dans cette affaire pour que la ville de Sigiri, la préfecture, puisse vraiment, les habitants de cette localité puissent vivre en paix. Jusqu'à ce stade, rien ne va. J'ai eu à échanger avec le préfet, c'est Maramani, si je ne me trompe un peu. C'est ça, Maramani. Maramani, exactement. C'est quelqu'un, c'est un préfet qui a beaucoup d'arguments, ça je le concède, mais je n'ai pas reçu la réponse que je voulais, moi. Hein. Et puis ce qui fait mal, c'est qu'on vient de doter de la préfecture un corbillard pour transporter les corps au cimetière. Et c'est grave, hein. C'est devenu la plaque tournante de l'insécurité en République de Guinée. Parce que Sigiri, quand même, c'est comme tu l'as signifié, c'est une zone aurifère où il y a assez d'argent, il faut le reconnaître, beaucoup d'activités, mais l'insécurité bat son plein. On va essayer quand même, peut-être, pourquoi pas, demain de faire intervenir le préfet de ce côté. On va encore tenter parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, sait pas qu'est-ce qui se passe avec les médias, mais il va comprendre, peut-être qu'il va intervenir demain dans cette émission. Oui, Akilali Badara, l'homme de l'Axe, l'ambassadeur même de l'Axe, bonjour. Bonjour Abdallah, prenez vos têtes parce que nous vivons avec les ex-copains de l'autre régime accusés de malversation financière. Ouais. J'ai toujours soutenu dans ce studio que Bernard Gomou n'est pas blanc comme neige. Et c'est ce qui prouve surtout aussi avec le CNT, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Bernard Gomou appartenait à une agence d'assurance qui à l'époque d'Alpha avait bénéficié de beaucoup de milliards de francs guinéens. Comme pour vous dire que ce ministre actuel, ce premier ministre actuel, pardon, était aussi l'ex-copain du régime accusé de malversation financière. Et si il est premier ministre aujourd'hui de la transition et qu'on assiste aussi à de tels comportements, ça ne doit pas vous étonner. Maintenant, le CNT, parce que Damaro l'avait témoigné haut et fort que l'argent se trouvait dans les caisses bien sûr de l'Assemblée nationale, donc au président du CNT de nous dire où sont passés les 600 milliards de francs guinéens. Attends. Oui. 600 millions ou 600 milliards? Pardon, 6 milliards. Merci. Attention. Je m'excuse. Hein. Attention. Où sont passés les 6 milliards de francs guinéens? Parce que la Banque centrale, BCRG, comme on aime le dire, a relevé et a fourni à la CRIEF, surtout confirmant ce dossier que l'ex-législature avait laissé, parce qu'il y avait dans le compte de l'Assemblée nationale 6 milliards 6 milliards de francs guinéens, 133 millions, si vous me suivez, allez-y. 133 millions 668 982 millions de francs guinéens a rapporté la Banque centrale, comme dit dans un des articles du site enquêteur, les 5 milliards sont sortis des caisses du CNT avant l'installation des conseillers. Bon, attends, on va récapituler. C'est très important. J'aime bien à qui aller jeudi. Hein? Ben là, je t'aime les jeudis. Voilà. C'est très important. Donc, 6 milliards de francs guinéens, 6 milliards ont été laissés dans les caisses du CNT. Si je dois bien comprendre ce que tu es en train de développer. Dans les 6 milliards, selon Damaro. Dans les 6 milliards... Non, ça ce n'est pas l'enquête de Damaro. Non, on reviendra sur l'équipe qui l'a Damaro enquêté. a dit déjà qu'il y avait de l'argent. Damaro, si vous me comprenez, Damaro a dit que Bernard Gomou est l'ex-copain
Non, ben, voilà, de l'ancien régime. Laissons Bernard. Voilà, on mais parle là, d'argent cette enquête-là, elle n'a pas été faite par Damaro. Non, plutôt par que tu ne business. as pas compris. D'accord, allez-y. On va faire un pont. Damaro prétend qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. On partage cet avis. Exactement. Bien. Dans cette enquête, ça nous prouve que ce que Damaro est en train de dire a une part de vérité. Exactement. Damaro a sa part de vérité. Effectivement, il y avait de l'argent dans les caisses. Exactement. On se comprend jusqu'à ce niveau. Maintenant, quelle est la somme? On nous parle de 6 milliards. 6 milliards de francs guinéens. De francs guinéens. Comment l'argent a disparu? On dit que l'argent a disparu avant l'arrivée ou l'installation des conseillers. Des conseillers. Ouais. Qui a pris l'argent alors? Ça, c'est entre le 5 septembre 2021, date du coup d'État, et la dissolution de l'Assemblée. Bien. Le 5 février 2022, l'arrivée en fonction, d'entrée en fonction des membres du CNT. C'est-à-dire, face à cette période creuse, plus de 5 milliards ont été sortis du compte sans pièces justificatives. C'est la Banque mondiale même, c'est la Banque centrale qui déclare, qui relève même cela, ce manquement. Exactement, et elle confirme, si on s'en tient au dossier des enquêteurs, elle confirme le dossier à la CRIEF, comme quoi nous avons perdu 133 668 982 francs guinéens. Ça veut dire que Damaro, la 9e législature, avait laissé de l'argent. Tenez-vous bien, c'est Business Investment and Consulting Management qui a fait cette enquête. Et qui confirme les propos de Damaro, comme quoi l'argent existait. Maintenant, avec cette période, l'installation des conseillers, qui a pris les 5 milliards de francs guinéens dans le pays? Laisse-moi prendre une gorgée. C'est je dois me rater là. C'est pour vous dire, je suis étonné. C'est pour vous dire encore une fois de plus que nous assistons à un bradage économique. L'économie guinéenne et les brigandés. Et nous demandons à la CRIEF, parce que selon les propos de Damaro, et si on assiste encore à cette autre histoire en République de Guinée, ça prouve à suffisance que le régime Condé est égal au régime du colonel. C'est pourquoi la CRIEF, elle doit se saisir du dossier. C'est très important. C'est très important. Nos 5 milliards, parce que nous souffrons dans ce pays. Notre argent. Notre argent. C'est important, oui. Yamoussa Cheikh. Par rapport à cette, on va dire, cette alerte de Kilali Badara, là, ça commence à crier. Ah, ça commence à crier. La CRIEF doit s'autosaisir, comme d'habitude. Ouais. Ali Touré ne doit juste pas se limiter à traquer les Damaro, les Kassori, les Oye, les Caciques. Et voilà, les Caciques du RPG arc-en-ciel ou de l'ancien régime, je ne sais quoi dire. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a encore les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Et nous nous posons aujourd'hui la question de savoir où est parti notre argent, où sont partis les 5 ou les plus de 5 milliards. Et puisque Damaro, il y a une enquête qui a sorti que Damaro, ce que Damaro est en train de dire, entre guillemets, quelque part, il y a une dose de vérité. Et on attend, en tout cas, la contrepartie de cette vérité pour nous dire exactement comment les milliards de nos francs ont été utilisés. Sinon, Ali Touré le pire est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais comment vous voulez qu'on en parle? Pas pour te couper la parole, il y a un autre aspect, parce que je veux vraiment m'intéresser à la gestion du CNT. Je veux vraiment m'intéresser à ça, parce que les véhicules distribués aux conseillers, d'où vient cette somme? C'est important. Parce qu'on ne communique pas là-dessus. Et vous avez vu, le président du CNT a été accusé dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais ça ne s'exprime pas là-dessus. Les jours à venir, on va prouver au monde que la CRIEF a du pain sur la planche. Parce que nous le voulons. Nous le voulons. Et pire, l'ex-directeur de la société navale au temps d'Alpha Condé avait renouvelé l'agence nationale avec 14 milliards. Et aujourd'hui, le directeur aussi qui est venu, lui-même a trouvé tout était déjà mis en place.
patatras, il demande aussi la même somme pour rénover ce bâtiment. Oui. Ce pays-là, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Mais les jours à venir, ça va sentir. Forcément, forcément. Donc, il faut le dire, avant d'ouvrir le pan, honnêtement, tu m'as fait perdre le fil. Hein. Honnêtement, je suis surpris. En même temps, je suis affaibli. Hein, affaibli parce que dire que ce n'est pas seulement le régime Condé qui a dilapidé, vilipendé notre économie. Je tombe des nuits et là je suis étonné. Oui, parce qu'on doit parler du régime Condé. On va parler de cette arrestation de d'un des militants du RPG Arc-en-Ciel. Non de moindre, hein, vous le connaissez déjà. Lamine Ouaraba Sako, c'est quand même quelqu'un qui est sur tous les fronts, qui a été arrêté hier. Nous a signalé notre site d'information siaminfo.com. Oui, Yamoussa Cheikh. Exactement. La question que avant, laisse-moi dire bonjour à notre confrère de Sabari. Laisse-moi dire bonjour à notre confrère qui va essayer tout à l'heure de régler son micro de ce côté. Notre confrère de Sabari FM, Mamadou Mokhtar Silla. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour, monsieur Camara, et bonjour à toute l'équipe, bonjour aux millions d'auditeurs de Kavi Média. Merci vraiment de nous rejoindre dans cette émission. C'est jeudi, en tout cas d'enquête, c'est jeudi avec les confrères. C'est bien beau de se retrouver pour parler d'actualité. Oui, Yamoussa Cheikh, on parlait de cette actualité, notamment cette arrestation de Lamine Ouaraba Sako, Manu Militari. Vous avez publié les photos, toujours première sur les infos. Félicitations. Hein, aussi. Merci. Justement, est-ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme a été cueilli comme une mangue dans un bar-café. On va même dire un kidnapping. On va s'écouter. J'en viens, on va s'écouter aujourd'hui. Et voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que les vieilles habitudes ont la carapace dure. Très dure. Souvenez-vous bien, ce sont les mêmes faits. Ce sont les mêmes bavures que nous avons dénoncées au temps des anciens régimes. Et aujourd'hui, avec cette transition, le gouvernement transitoire qui nous a promis que la justice sera la boussole de cette transition exactement, nous assistons à des mêmes faits, à des mêmes réalités, et c'est ce qu'il faut déplorer. Moi, je veux dire, il y a encore des principes définis quand même. Même si un citoyen est en porte-à-faux avec la loi, même s'il est en conflit avec la loi, mais il y a des règles définies pour procéder à son arrestation. Évidemment. Alors, dès que l'on faille à ces règles-là, c'est qu'on ne donne plus la chance à la démocratie de se constituer, de se renforcer dans un pays, mais plutôt on donne la chance à la barbarie, à la loi du plus fort, à la loi de la jungle. Et c'est ce qu'il faut éviter. Lamine Sako, alias Ouaraba, nous savons tous qu'il est partenaire du RPG Arc-en-Ciel, proche de l'ancien président Alpha Condé, fervent militant du RPG Arc-en-Ciel, et il faut comprendre que son arrestation... Et un bon ami de Mamadi Doumbouya. Un bon ami, entre guillemets. Non, ça se dit. Non, ça se dit. Selon Akila, il a bien dit, c'est un bon ami de Mamadi Doumbouya. Les mots ne proviennent pas de moi. Je ne connais pas sa relation avec l'actuel colonel de la République, mais ce que je sais et ce qui est dit depuis son arrestation hier dans un bar-café du côté de Nongol, à haute-banlieue d'ailleurs de Conakry, on dit qu'il a été arrêté, conduit Manu Militari à la DPJ. Dieu merci, parce que nous connaissons aujourd'hui au moins où il se trouve. Et ce sont les mêmes faits qui se produisaient avant, et parfois on assistait à l'interpellation ou à l'arrestation de gens nocturne même, et puis il nous fallait quelques jours après, avant de découvrir, avant de les délocaliser justement, avant de les localiser justement, et aujourd'hui ce sont les mêmes faits qui se reproduisent. Alors,
je pose la question, est-ce qu'il s'agit de ce modèle de démocratie, Abdallah, que le président de la transition guinéenne veut nous imposer, puisque vous vous souvenez lors de son discours devant les décideurs mondiaux aux Nations Unies, il a été dit que le modèle de démocratie imposé à l'Afrique n'est pas le bon. Et moi je me dis, si c'est cette façon aujourd'hui, alors que les promesses ont été tenues aux Guinéens, comme quoi la justice sera la boussole de la transition, c'est que la justice sera l'orientation de chaque Guinéen, aujourd'hui épris de justice, assoiffé de justice, alors on est mal barré. Et puisque j'ai eu langue avec l'un des avocats justement de Lamine Ouaraba jusqu'à tard hier la nuit, on nous disait que jusqu'ici, on ne sait pas pourquoi l'homme a été arrêté. Alors, on ne peut pas arrêter un simple citoyen, on lui tombe dessus dans un bar-café, sans convocation, sans aucune note significative, et puis sans je ne sais pas quoi dire, sans aucune règle de procédure, parce que ça aussi, pour dire exactement, on se contente simplement de dire que l'ordre vient de la présidence, entre guillemets. Il faut oser le dire. Et ça ne peut pas continuer. Et nous avons dénoncé, les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé cette attitude-là depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes faits qui se reproduisent. Il faut dire halte à ce genre de situation, sinon c'est une entorse à la démocratie, c'est une entorse à la liberté d'expression. C'est vraiment une grave violation des droits de l'homme. Et il faut éviter cela. Oui, Sila, bienvenue une fois encore. Vous avez suivi cette actualité avec nous. On parle de cette arrestation de Lamine Ouaraba Sako, un fervent, un inconditionnel du RPG Arc-en-Ciel. En tout cas, Manu Militari, la méthode n'a pas été la bonne. On le conduit à la DPJ. Un avocat nous apprenait qu'à la DPJ, on a juste et simplement dit que l'ordre venait de la présidence. Donc, pourquoi? Personne ne le sait jusque-là. D'abord, comment vous percevez tout ce qui arrive maintenant? Est-ce que la transition est en train de vaciller? Bon, écoutez, je ne veux pas dire cela, mais sauf qu'il faut dire qu'on nous a dit qu'il faut rompre avec les anciennes pratiques et ce qui s'est passé aujourd'hui relève de ces anciennes pratiques-là. Donc, pour moi, c'est qu'il faut combattre, mais il y a des interrogations à se poser, bien entendu, parce que moi, j'ai écouté des juristes sur le sujet, mais ils disent que il y a un officier qui était venu pour son interpellation. Et après, on a communiqué où il devait aller. Donc, ils disent que la loi l'autorise, qu'on interpelle un citoyen sans une convocation lorsque l'on suppose que le citoyen peut se cacher ou peut ne pas répondre à la convocation. Donc, la loi permet à ce que l'on intervienne partout où on le retrouve. Donc, surtout que disons, les policiers, les agents qui l'ont interpellé ont été conduits par un officier et son lieu de détention, et désormais ça a été communiqué. Donc c'est un peu différent que par le passé, parce que si vous avez de bonnes souvenances, au temps d'Alpha Condé, on pouvait interpeller quelqu'un et faire plusieurs jours sans qu'on ne sache ça a été le cas pour Habib Han et autres. Voilà, donc sans qu'on ne sache où la personne est détenue. C'est pourquoi peut-être la personne a été arrêtée. Non, mais il ne faut pas dire que c'est différent. Non, c'est pas une différence. Il y a d'autres qui ont été interpellés, dont la destination n'a jamais été connue. Les degrés ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'il faut comprendre. Pour ce cas, dès qu'il a été interpellé, tout le monde aujourd'hui sait où il est détenu. Et qui l'a interpellé. Donc ça, c'est l'unité qui l'a interpellé. Ça, c'est déjà connu par le passé. Des gens venaient encagoulés. On ne savait pas on ne pouvait pas les identifier. On ne pouvait pas connaître la destination de la personne qui a été interpellée. Mais pour ce cas précis, il y a une différence quand même. Non, mais Moutar, il n'y a pas eu de convocation. On va s'écouter, Yamoussa. Je crois que si tu m'as suivi, j'ai expliqué ce passage, parce que moi j'ai lu un juriste ce matin avant de venir qui s'exprimait effectivement sur le cas. Il dit que
la loi permet, lorsqu'on soupçonne quelqu'un de ne pas pouvoir répondre à une convocation, de l'interpeller partout où on le retrouve, lorsqu'on soupçonne. Donc, surtout avec l'identité de l'unité qui va l'arrêter et surtout l'officier et son lieu de détention. Et je crois que c'est le cas pour Ouaraba. Et il n'est pas le seul, c'est les informations qui est visée. Il y a d'autres noms, donc des personnes qui sont recherchées. Pour quelles raisons, on ne sait pas encore, parce que c'est comme ça, on a procédé avec, si vous voulez, les arrestations de Damaro, les arrestations autres, poursuivre des gens, vous arrêtez des gens, vous les mettez en prison sans preuve parce que vous pensez que ce sont des personnes à craindre, ce sont des personnes qui peuvent faire quelque chose. Et je crois que ça doit cesser parce que nous avons dit qu'il faut refonder, donc ça doit toucher tous les secteurs et dans toutes les manières de faire, on doit sentir la refondation. Oui, c'est très important. Abdallah, oui. Moi, je ne suis pas contre. Non, Yamoussa, je pense que tu vas attendre qu'on finisse le tour de table. Non, mais il faut que le signal se c'est important. Non, tu vas attendre qu'on finisse le tour de table. Oui, Akila Ali Badara. Là, je vais être très strict. On va finir le tour de table. Oui, Akila, par rapport à cette interpellation. La République bananière manque de robustesse de nos institutions. Qu'est-ce que tu appelles République bananière? Nous vivons dans une République bananière depuis. Qu'est-ce que tu appelles République bananière? C'est ce que je veux juste comprendre. Je veux juste peser mes mots, sinon si je le dis en français facile. Non, mais moi je comprends pas. La République bananière, ça veut dire quoi? C'est une république qui impose l'autocratie, la dictature, pour ne pas dire démocrature, avec des hommes moins expérimentés, avec un légionnaire qu'on nous attend magnifié, qui nous a montré des pas de caméléon le jour de sa prestation, qui nous a promis de faire comme si de rien n'était, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Et aujourd'hui, nous vivons dans la même terreur. Qu'est-ce que tu appelles terreur? Mais ça, c'est une terreur. On ne peut jamais qualifier ça de terreur. Nous vivons, je dis, et je le réitère. Non, tu parles de terreur. Quelle terreur? Nous vivons dans la même terreur. Si vous me laissez continuer, vous allez... Non, c'est les mots qui sont... C'est les mots. Je veux comprendre juste les mots. Je suis trop diplomatique. Non, non, voilà. Tu n'es jamais diplomatique, on te connaît. Si vous me laissez continuer, quand je parle de la terreur... On va peser juste les mots, on va éviter les... Quand je parle de la terreur, on compte aujourd'hui 32 personnes tombées sous les coups de balle. Des arrestations arbitraires. Non, je veux globaliser le tout. Hein. Des arrestations arbitraires. Certains cadres jetés en prison. Et aujourd'hui, on continue dans la même chose, dans les mêmes pratiques qui n'ont presque pas connu de paradis. Et malheureusement, on nous vend une boussole. L'arrestation de Lamine Ouaraba, un inconditionnel et fervent militant du RPG, peut-être. Est-ce qu'il s'agit de son organisation là, puisque vous avez vu, ce café avait changé de l'image, qui invitait des personnalités. Avec une nouvelle image. Voilà, qui invitait des personnalités ici à venir répondre à toutes les questions posées. Est-ce qu'il s'agit de ça? Qu'on nous le dise. Parce que pour moi, que les gens... Bon, pour ton information, je vais taire le nom de l'avocat, parce qu'il y a deux conseils. Un de conseil, il m'apprend ce matin que Lamine Ouaraba a été enregistré. Un propos qu'il a tenu, qui a été enregistré, et on ne sait qui a reçu ces propos. Entre-temps, l'homme a été interpellé et conduit à la DPJ. C'est la version officielle que nous donne l'avocat qui renchérit en disant que Lamine Ouaraba est arrêté pour ses prises de position et sa proximité avec le RPG Arc-en-Ciel, notamment l'ex-ancien président Alpha Condé. Bon, c'est une information venant d'un conseil qui préfère taire le nom. Ne soyez pas étonnés. Nous sommes tous enregistrés dans ce pays. Donc il faut faire très attention. Je vous donne une information. Quand vous êtes dans des bars cafés, faites attention. Même pas les bars cafés. Là, je vais faire un clin d'œil à Mamadi, la puissance. Même nos téléphones. C'est important, oui. Même nos téléphones. Il faut faire très attention. N'oubliez pas qu'il y a une équipe israélienne en Guinée depuis le 5 septembre qui est cachée. Moi, je vous informe. C'est toi qui le dis. Oui, cette équipe israélienne, elle est bel et bien sur le territoire. Donc, c'est pas étonnant.
il faut dire les mots tels qu'ils sont. Lamine Ouaraba a été kidnappé par des hommes encagoulés. Que l'unité soit reconnue ou pas, on n'est pas dans un pays de gang. Oui, parce que sur les photos que nous avons reçues, c'est quand même, il était difficile pour nous d'identifier les deux agents qui se trouvent sur la photo. Je ne suis pas en train de botter en touche ce que ici-là vient de dire, mais la loi voudrait que si on veut vraiment arrêter les personnes qu'on passe par une voie légale, si l'acte était criminel, peut-être le viol ou un cas de meurtre, on n'a pas besoin d'une convocation. Mais un simple citoyen qui ne vend ni d'armes, ni de drogue, ni de munitions, ni rien, vous venez, vous le kidnappez, après vous faites une sortie comme quoi il se retrouve à la DPJ. Et pire, les procureurs ne sont pas au courant. Puisque l'avocat me disait ce matin que ni le procureur de la République, ni le procureur près le tribunal de première instance de Dixine n'est au courant de cette affaire. Est-ce qu'on peut continuer dans cette lancée? Est-ce qu'il est important d'interpeller des gens pour des... Moi, je dirais pour des causes qui ne sont pas élucidées. Parce que si, des causes futiles. Selon le droit, on ne doit pas enregistrer quelqu'un sans son consentement. C'est ça le droit. C'est aussi une violation de droit. C'est une violation des droits même de Ouaraba, pas pour le défendre. Je ne suis pas juge. Non. Là, en tant que juge, là, je suis en train juste d'analyser. C'est ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que souvent, quand je parle de cette République... J'ai envie de me fondre à larmes parce que je dis que rien n'a changé. De 58 à nos jours, nous continuons dans les mêmes frustrations, dans les mêmes désolations, avec les mêmes pratiques. Alpha Condé avait fait pire. Mais Mamadi, avec cette lancée, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est d'autres. On dit quand même que l'ordre viendrait de la présidence. De la présidence. Oui, ça c'est connu de tous. Mais alors, qui sont ces poltrons qui veulent détruire l'avenir d'un jeune? Mais pourquoi même Lamine? Pourquoi quand même il y a des personnes plus virulentes. C'est que si c'est Lamine, et nous, journalistes, notre seule chance c'est parce qu'on est protégé par la L002. Oui. Sinon, ces gens-là, allergiques à toutes les critiques, étaient prêts à nous clouer à pilori. Bien. Il faut que cela cesse. À un moment donné, il faut être arrogant face à l'injustice. Il faut se mettre devant pour dénoncer ces pratiques. Ces gens qui sont entourés, qui sont de mauvaise foi, ils ne sont pas en train d'aider Mamadi. Mais là, on n'est pas dans un état voyou, mais que ça arrête un peu, quand même. Évidemment, c'est vraiment écœurant. Oui, Yamoussa Cheikh, vous voulez placer quelque chose avant de donner la parole à Sila? Évidemment, ce que je voudrais souligner et signaler, c'était de dire que je ne sais pas encore ce que les juristes vont dire, ou si on soupçonne quelqu'un de ne pas avoir la volonté de se présenter, mais quand même, c'est le b.a.-ba de la chose, il faut le dire. Nous ne sommes pas spécialistes à la matière, mais nous savons quand même il y a des procédés, il y a une façon quand même de faire pour interpeller quelqu'un. Alors, Lamine Ouaraba, c'est un citoyen libre quand même. Il a un domicile fixe, on sait où il est logé, il est à Tombolia selon son avocat que j'ai écouté hier. Alors, moi je me pose la question, est-ce qu'une seule fois, une convocation a été envoyée ou déposée, soit à sa femme, à ses enfants, à ses proches, pour justifier son intention de ne pas se présenter ou répondre à l'appel? Si cela n'a pas été fait, on a violé la loi. Là, Abdallah, il ne faut pas se leurrer, il faut dire la vérité. Si on a envoyé une fois ou deux fois une convocation et que l'homme, Mokhtar, n'a pas daigné répondre à l'appel, ça, je peux dire qu'on peut descendre sur lui n'importe où et le cueillir. Et voilà, on parle même de 3 fois pour au moins justifier le refus de ne pas répondre à l'appel de la justice. Mais si c'est vraiment la justice ici qu'on veut obtempérer, il faut justement respecter et le fond et la forme. Et puisque Lamine, on sait, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas à présenter. On sait depuis le temps, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui prend position pour le RPG Arc-en-Ciel. Et depuis le coup d'État de 2021, 5 septembre, c'est quelqu'un qui est là et il continue à se présenter comme étant membre inconditionnel du RPG Arc-en-Ciel. Alors, soit
on dépose la plainte à domicile chez lui, soit on dépose la convocation auprès de sa formation politique à laquelle il appartient, soit on essaie de lui rencontrer. Même hier, on pouvait quand même lui signifier ce pourquoi on l'arrête, mais jusqu'ici, on est dans un trou, on ne sait pas ce qui se passe, tout est flou, et c'est pourquoi nous sommes en train, même dans ce studio, en train de nous poser question aujourd'hui. Pourquoi a-t-il été interpellé? Pourquoi a-t-il été conduit à la DPJ? Pourquoi a-t-il été présenté au service d'enquête? Et voilà, si nous n'avons pas la réponse à cette question, il faut se dire la vérité. L'homme a été kidnappé comme tout simplement. Aquila, tout simplement. Tout simplement, oui. Silla, qui quand même suppose que pour le moment, il n'y a pas eu de violation de droit. Oui, écoutez, parce que quand de tels cas se présentent, il faut aller consulter les hommes de droit, parce que ce n'est pas notre spécialité. On fait dire les gens. Et c'est cela. Et donc, on a essayé d'échanger avec des gens, des hommes de droit, mais qui supposent que jusque-là, il n'y a pas eu de violation. Jusque-là. Jusque-là. Parce que on suppose... Moi, tu m'inscris en faux. Oui, je donne des articles. On va s'écouter, mais je vais couper les micros. Ce sont ces mêmes hommes de droit. Ce sont ces mêmes hommes de droit qui ont détruit ce pays. Couper. Allez-y ici là. On va mettre un peu d'ordre dans le débat. C'est important. Merci. Je crois que dans le débat, il faut mettre l'émotion de côté. C'est très important. Il faut être très objectif. Parce qu'on ne peut pas dire de droit que c'est faux. Nous parlons des faits. Nous parlons des faits. Les hommes de droit, ils parlent selon des articles avec des bien preuves. Définis. Et dans ce cas, ils citent l'article 81 dans les alinéas 2 et 3 qui disent que on peut le contraindre à comparaître sur l'autorisation préalable du procureur si on estime que la personne pourrait ne pas répondre à la convocation. Donc voilà l'article avancé par ces avocats. Je ne suis non plus en train de justifier l'arrestation. C'est tout à fait le contraire. Moi, je suis en train de parler de ce que les hommes de droit ont dit. Il faut être objectif dans ce débat. L'émotion, je crois qu'il faut mettre de côté. Ça n'a pas sa place ici parce que nous avons plusieurs millions d'auditeurs qui nous écoutent, et qui veulent avoir des informations. Et à ce sujet, il est très important de poser cette question, c'est le procureur. Si l'avocat nous dit que le procureur de la République n'est pas informé, c'est effectivement, voilà, c'est effectivement. J'en venais, c'est effectivement là la question parce qu'ils disent que sur l'autorisation préalable du procureur. Mais est-ce que, la question est de savoir, est-ce que le procureur a été informé? C'est une grosse question parce qu'il ne faut pas juste écouter l'avocat de la personne arrêtée parce que cette personne, son objectif, c'est de faire libérer son client. Donc il est obligé de passer par tous les acrobaties pour pouvoir obtenir la libération de son client. Et il reste à savoir si le procureur a été informé. Et je ne crois pas que la DPJ puisse agir sans quand même que le procureur ne soit informé. Ça c'est, à mon avis, c'est pratiquement impossible. Je ne suis non plus, une fois encore, non plus en train de justifier ce qui est arrivé, l'arrestation. Peut-être, on est en train de dire que peut-être il faut répondre à une convocation. Il faut attendre 3 convocations pour pouvoir contraindre à la personne de comparaître. Mais il y a des cas d'exception, ne l'oubliez pas. Et il y a aussi des degrés de délit parce qu'il y a des contraventions, il y a des crimes. Donc quand il s'agit des crimes, vous ne pouvez pas faire même des convocations. Vous venez, vous interpellez la personne. Maintenant, cette fois-ci, on parle d'un audio. D'un audio, certainement, qui pourrait être à l'origine de son arrestation. Dans cet audio, qu'est-ce qui est dit? L'on ne sait pas encore. Dans cet audio, il y a plusieurs paramètres. Parce que on l'a enregistré sans son consentement. Ça, c'est une violation de la loi. Oui, il y a même l'un des avocats qui citait un article qui condamne cela. Et lui aussi, dans ce qu'il a dit, est-ce que ça ne contraint pas à la loi? Donc, ce qui veut dire que c'est très difficile pour le moment de se déterminer parce qu'il faut avoir toutes les informations possibles pour pouvoir donner une position. Sinon que pour le moment, on ne fait que, disons, présenter les faits et suivre la procédure. Oui, présenter les faits sans prise de position. C'est très important.
Oui, là, j'ouvre le micro parce qu'on doit organiser le débat. On parle de droit et dans le droit, il faut éviter les écarts de langage. Oui, Kandé Sanko, là, je te permets. Merci. On évite les écarts de langage. Parce que là, quand il y a un écart de langage, je coupe le micro. Non, on vous comprend. Il n'y a pas eu d'écart de langage. J'ai souligné Abdallah. Vous voyez, là, vous n'écoutez pas. Parce que là, je suis obligé de avec la régie. On va continuer le débat. C'est important. Moi, j'ai dit que je m'inscris en faux. Je ne suis pas contre ce que les spécialistes vont dire. Et je ne suis pas spécialiste à la matière pour dire qu'un juriste a menti ou pas. Et on n'est pas dans ce studio pour cela. Mais est-ce que je sais, est-ce que je souligne Abdallah, s'il est criminel, s'il a commis des actes criminels, mais que l'on nous dise exactement de quel acte il a commis. Évidemment. Et mais c'est ça le problème. Si vraiment que Lamine Ouaraba a tenu des propos entre griffes dans cet audio qui existe là, où il est en train peut-être de formenter, je sais pas quoi, ou de quel que soit le motif, mais il y a une convocation dans laquelle on peut mettre tout ça et puis on vient lui présenter pour lui dire voilà ce pourquoi on vous arrête, puisque vous avez été sur écoute, on vous a écouté dire ceci, on vous a écouté dire cela, et là, il faut éviter des spéculations. Parce que là, tout ce qui a été fait depuis hier jusqu'à maintenant, là, ça nous pousse à spéculer. Ça nous pousse à spéculer, manque de communication, vous l'avez dit tout à l'heure, crée la confusion. Alors, si on parle d'un simple audio, entre guillemets, qui serait à l'origine de son arrestation, mais que l'on nous dise exactement, c'est à cause de ça qu'il a été arrêté. Mais jusqu'ici, eux, ses avocats, et nous, les journalistes, eux, les citoyens, personne, même nous, on a des problèmes aujourd'hui quand on veut vraiment traiter cette information, parce qu'on se pose simplement la question... Qu'est-ce qu'on reproche à cet homme? Alors, tant qu'on n'a pas la question, la réponse à cette question, on ne peut pas dire avec exactitude ce qu'on veut vraiment mettre à la disposition de nos lecteurs ou de nos téléspectateurs ou auditeurs. Il faut que ça cesse. C'est vrai, la loi dit beaucoup de choses, mais que l'on nous dise qu'on lui a envoyé une fois ou deux fois, ne serait-ce que deux fois une convocation, et qu'il n'a pas daigné répondre à l'appel, et puis voilà, on peut lui descendre dessus et lui prendre. Mais jusqu'ici, on ne peut pas me dire que c'est normal parce qu'on n'a pas encore vu sa volonté de résister face à la justice. Merci vraiment, Yamoussa Cheikh. On va aller avec cette autre actualité, cet autre sujet. On parle de l'assaut pour la dignité du SPPG, le site inquisiteur.net qui reprend du service. C'est vraiment une très bonne nouvelle puisqu'on a quand même vu le camarade Sekou Jamal Pendessa qui a tapé du poing sur la table et qui menaçait même d'organiser une marche pacifique à Kaloum le 16 octobre prochain. Aujourd'hui, Inquisiteur s'en sort, mais Guinée Matin reste quand même dans les gouffres de cette restriction. Oui, Akila, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a prévalu à cette, pourquoi pas à cette levée, hein, si on peut dire, de restriction du site inquisiteur.net, pardon. Mes félicitations à Babila, cet homme qui s'est battu contre vents et marées pour prouver à suffisance d'ailleurs que l'homme qu'on avait connu au sein de notre corporation s'était complètement métamorphosé. Je fais allusion à Moussa Moïse Silla. Cet homme, on l'avait surnommé inspecteur Colombo au temps d'Alpha Condé parce qu'il menait des enquêtes. Mais aujourd'hui, avec la descente aux enfers, parce que moi je l'appelle ainsi, de cette transition, l'homme a changé et ses comportements étaient devenus vertigineux contre ses propres confrères. Pour le comprendre, assister à des événements de la présidence, le pouvoir change l'homme, ou des ministères. Le pouvoir change l'homme. Vous comprendrez que cet homme s'est complètement effaré. Il est dans son échappatoire total vis-à-vis à l'endroit de la presse. Félicitations encore au SPPG parce que n'eût été ce syndicat, beaucoup de journalistes allaient se retrouver en prison. Parce que ces gens-là sont prêts à violer toutes les lois, je dis bien, pour se protéger et rester longtemps au pouvoir. Moussa doit comprendre qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Bien, on nous apprend, c'est une information, là je te coupe, c'est une information de dernière minute transmise par l'avocat, l'un des conseils. Je préfère encore taire le nom, qui m'apprend que le dossier de Lamine Ouaraba Sako est transféré au TPI de Dixine.
Donc, je rejoins un peu la thèse de Silla. Certainement, le procureur était au courant. Certainement. Là, je le rejoins maintenant. Parce que l'avocat vient de nous laisser un message que le dossier est transféré au tribunal de première instance de Dixine. À l'instant où il me laisse ce message, ils sont déjà en route avec le concerné. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. On parle d'inquisiteur. Voilà, parce que ça me fera mal à la tête. Mais ce qui reste clair, aucun procureur n'était informé hier de son arrestation. C'est une roublardise qui avait été imposée et aujourd'hui les procureurs sont informés. C'est une information qu'on a. Soit dit en passant. Revient sur le sujet. Soit dit en passant. Je veux dire que Moussa doit mettre de l'eau dans son vin. Moussa, de par le passé, je l'ai rappelé hier, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Maintenant, ce qui concerne le cas Guinée Matin, d'abord, ce gouvernement doit comprendre, parce que si l'homme est cité, si vous voyez que le gouvernement n'a pas réagi, c'est parce que d'un côté, il est soutenu par son gouvernement, par son premier ministre. Ils doivent comprendre que nous, journalistes, nous sommes prêts à nous défendre quand il s'agit des violations de nos droits. Et surtout quand il s'agit des violations de la L002. La première erreur que le syndicat avait faite, c'était le brigandage des émetteurs de Sabari FM et de Love FM. La première erreur que le syndicat avait commise. Je reste là. Parce que si, dès le début... Qui a commis l'erreur? Le syndicat, vous allez comprendre, c'était d'annuler la marche. Parce que si on marchait ce jour, ces gens-là allaient comprendre qu'on n'avait pas peur d'eux. Mais si le syndicat avait accepté d'annuler la marche, c'est parce que de l'autre côté, le CNRD ou le gouvernement a compris qu'il faut s'affronter pour que d'autres choses changent. C'est pourquoi certains patrons de presse sont tombés dans ces pièges. Ça, c'était la synergie. Je ne reviendrai pas là-dessus. Oui, parce que beaucoup ont été lavés avant la signature du contrat de la synergie. Ils avaient même perdu leur langue face à l'argent. On met ça de côté. Nous, journalistes, certes, avec le respect de l'éthique et de la déontologie, c'est important, mais il faut aussi qu'on se mette devant l'histoire. Parce que ce qui est en train d'arriver, c'est un bâillonnement de la presse qui ne dit pas son nom. Guinée Matin a toujours été victime dans ce pays. Guinée Matin a été victime dans ce pays à cause de sa ligne éditoriale. Il y a aussi des journalistes engagés. Quand l'État impose une certaine restriction, on doit accepter de se solidariser. Mais malheureusement, dans ce pays, il y a aussi des journalistes qui se détalent dans les bureaux, on dirait des lapins, pour le gagne-pain, pour ne pas dire leur quotidien. Certes, nous avons tous besoin d'être dans une vie ostentatoire. Nous avons besoin d'être dans une vie paradisiaque. Mais quand il s'agit de notre L002, qu'on nous marche dessus, soyons des cadavres, mais il ne faut pas que cette loi... Non, on ne peut pas être des cadavres. Sérieux, moi, je retire ça. Je retire le mot, mais vous allez comprendre. Cadavre, non. D'accord. Ils vont nous marcher dessus. Parce que c'est des gens qui sont prêts à tout. En tout cas, si on ne se réveille pas, si on ne se lève pas, les jours à venir, ils vont détruire cette loi. Parce que déjà... ça se dit dans les couloirs de la présidence, ça se dit aussi dans les couloirs de certains ministères, comme quoi il faut revoir cette loi L002. D'aucuns même pensent qu'il faut retirer cela, comme quoi le journaliste, quand il commet une infraction ou aller au-delà du respect de l'éthique et de la déontologie, sans passer par la HAC, doit se retrouver en prison. À nos confrères journalistes, cette HAC qui est là, elle n'est pas là pour nous. La HAC, elle est là juste pour la forme. Mais derrière, nous allons tous en pâtir.
Nous ne vous interdisons pas d'être amis à des ministres. Ousmane Gawal, c'est mon partenaire. Mais ça ne dit pas que quand il s'agit de le remettre sur les rails, que je ne dois pas prendre la parole. Remettre sur les rails. Mais oui. Akila, tu es non mais sérieux. Incroyable. Non mais sérieux. Oui. Ce que cet homme est en train de faire aujourd'hui à Guinée Matin, c'est dommage. En attendant d'avoir les preuves, puisque déjà il a refuté en bloc. Attention, on a suivi sa sortie médiatique. En attendant, il l'a toujours fait. Si les émetteurs de cette restriction des sites d'information et de cette très bonne nouvelle, s'il faut le dire, inquisiteur.net qui sort quand même du lot, peut-être que le combat va continuer avec guinématin.com. Oui, écoutez, félicitations Doza, parce que depuis combien de temps une entreprise ne fonctionne pas, on sait qu'elle a de charges. Ouais. Donc c'est difficile à expliquer, mais il ne faut pas mélanger les choses. Le cas de Guinée Matin et le cas d'Inquisiteur. Ce sont deux cas, peut-être qu'ils se retrouvent dans la même situation, mais qui sont un peu différents. Mais qui sont un peu différents. Donc, quand vous prenez le cas d'Inquisiteur, le créateur, c'était Moussa Moïse au départ. Le fondateur. Le fondateur, c'était Moussa Moïse. Est-ce que c'est son identité qui est toujours à l'origine, Non, pas du tout. Non. Et Babila est actionnaire à 40%. Non, plus 40%. Voilà. Babila, non, au début, il a fait un rappel. Donc c'est très important qu'au début, évidemment, Moussa Moïse n'était pas le seul PDG. Suivez. Ça, c'est un communiqué qui a été diffusé sur le site Inquisiteur et sur plusieurs autres sites. Mais signé de seul Babila. Qui est venu avec des preuves tangibles. Non, suivez, signé de seul Babila. Oui, on a des documents. On a des documents. Les documents, oui, signé de seul Babila. Moïse n'avait pas signé sur ce communiqué. D'accord. Moïse, aujourd'hui, il ne faut pas l'en vouloir. Moïse n'est plus journaliste. Maintenant, il est communicant. Il l'a changé. Aujourd'hui, lui, son travail, c'est de construire une image. Donc, que les gens se détrompent. Et dire que Moïse, le journaliste, non, Moïse, le Moïse actuel est communicant et non journaliste. Vous aussi, vous parlez de faits. Lui, son rôle, c'est de construire une image. Point barre. Donc, maintenant, les deux cas sont carrément différents. Moïse lui-même, il avait dit que c'est lui qui a fermé, qui a ordonné à ce qu'on ferme le site. Maintenant, on ne sait pas de façon ouverte. De façon ouverte. Là c'est clair. Là, c'était clair. Ouais. Donc, il n'y avait plus de suppositions à se faire. Parce qu'il avait clairement indiqué que c'était lui le responsable de cela. Parce que, il faut aussi comprendre, parce que le site Inquisiteur était attribué à Moïse. Et Moïse, aujourd'hui, est à la présidence. Et si vous vous rappelez très bien, il y a eu des informations, des enquêtes qui ont été menées par ce site et qui ont été publiées. Est-ce que ça ne pourrait pas mettre Moussa Moïse à mal avec les autorités actuelles? Parce que si vous vous rappelez très bien, il a traité le cas Alia, il a parlé encore de la colère du président contre certains ministres lors du Conseil des ministres et plusieurs autres cas. Et Moussa Moïse, on pourrait supposer que c'est lui qui aurait filé l'information à celui qui gère actuellement le site. Donc, c'est tout à fait normal qu'il clarifie maintenant déjà sa position. Peut-être le fait d'ordonner à la fermeture de cette entreprise pourrait s'expliquer par ce fait-là. Mais on a vu plus tard après Babila qui a fait un communiqué dans lequel il indique que Moussa Moïse n'est plus a complètement cédé sa part à Babila. Il n'est plus donc il n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est-à-dire, je parle du site inquisiteur.net. Ça, il faut le savoir. Maintenant, de l'autre côté, pour le cas de Guinée Matin, je crois que le gouvernement doit s'expliquer. Ouais. Avec le cas, on ne peut plus croire à Ousmane Gawal. Pourquoi? Parce que avec Sabari FM, il avait dit clairement que ce n'était pas lui, il n'était pas informé. On avait compris que les émetteurs d'Afrique, du groupe Afrique Vision étaient bel et bien au ministère de la Télécommunication. À la RPT. À la RPT. C'est le même local. Voilà, à la RPT. À la RPT. Et si aujourd'hui Ousmane Gawal dit que non, il est cité, je suppose que Pendessa c'est quelqu'un de très responsable. Il ne peut pas faire des déclarations fortuites juste pour accuser ou salir. Il a même dit hier dans cette émission, il dit pour celui qui ne croit pas ou qui se sent visé par ce qu'on appelle une diffamation, que la personne peut porter plainte parce que lui, il a ses preuves. Il l'a dit dans cette émission hier. Alors, maintenant si on dit que Guinée Matin était inaccessible, Guinée Matin a écouté tous ces techniciens. Ils disent qu'ils ne trouvent pas encore le problème. Maintenant, il faut saisir la RPT, il faut saisir la haute autorité de la communication.
Et c'est à l'ARPT de prouver que oui, de chercher quand même les raisons de ce blocus. La HAC a saisi l'ARPT. Non, l'ARPT n'a pas eu de retour. J'ai dit, c'était à l'ARPT de trouver les raisons de ces restrictions. C'est aussi ça pour nous dire que voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on parle, disons, de tout ce qui est technologie, il faut parler forcément de l'ARPT. Et c'est l'ARPT qui doit trouver les causes. Mais tel n'a pas été le cas. Et les journalistes se sont levés pour mener des investigations et jusqu'à, selon eux, trouver le responsable de ces restrictions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en veut? Et ne soyez pas étonnés qu'après, que la Guinée recule au classement des Reporters sans frontières. Évidemment. Parce que ce n'est pas seulement de dire qu'aucun journaliste n'est en prison, qu'aucun journaliste n'est inquiété, mais quand vous parlez des journalistes, c'est parce qu'il y a des entreprises de presse qui existent. Et aujourd'hui, quand vous touchez aux entreprises de presse, vous touchez à une corporation. Et c'est ce qu'il faut savoir. L'autre chose qu'il faille dénoncer dans cette affaire, c'est un peu le silence des associations de presse. Le silence coupable. Le silence des associations de presse. Ouais. Parce que pour moi, surtout quand on parle... l'association aujourd'hui la plus vue, c'est de l'Urtelgui. Mais l'Urtelgui est devenu un instrument de communication. L'Urtelgui, c'est la radio et télé. Oui, l'association de radio et télé. Oui, mais aujourd'hui, c'est la plus vue. Oui, c'est la plus vue. Ne sois pas déçu. C'est la plus vue. On parle du métier, là. Oui, ah, si, du métier, je suis d'accord. On parle du métier, là. Et aujourd'hui, cette organisation est devenue un instrument de communication du CNRD. Donc vous ne comprenez absolument plus rien. Parce que depuis là, à part, disons, le communiqué de l'Aguipel, hein, c'est l'Aguipel, oui. De l'Aguipel, rien d'autre. À part, c'est quand le syndicat s'est levé, quand même, que l'inquisiteur a repris. Maintenant, le syndicat s'est levé pour trouver le coupable, celui qui est derrière, disons, le blocus de Guinée Matin. Mais que font les autres associations? C'est qu'il faut dénoncer. Aujourd'hui, c'est le métier qui est touché. Oui. Il faut sauver des emplois. Je n'ai pas fini, si vous permettez. Rapidement. Si vous vous rappelez le cas de Latif, ça a été la même chose. Quand ils ont essayé d'organiser une conférence de presse, je crois que c'est le Remigui, c'était seul Monnet qui était à ses côtés. Le seul. C'est le président. Ce n'est pas... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un bureau? Le Remigui a un bureau. Pourquoi c'était le seul? C'est la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a une concurrence. Mais lorsque le problème qui se pose touche toute la corporation, il faut se serrer les coudes. Il faut voir, c'est-à-dire il faut voir dans la même direction. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui à nos confrères, de ne pas, parce que vous êtes amis à tel, vous êtes amis à d'autres, les gens là, ce sont des passagers. Oui. Et le métier va exister. On a vu au temps d'Alphas tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, ça, c'est devenu une histoire. Mais nous continuons toujours à parler et le métier continue toujours à exister. Bien. Donc, je crois qu'il faut voir l'essentiel. Bien, oui, Yamoussa Cheikh. Je sais que tu es très abattu, parce que, il faut le dire, nous, on a notre siam info.com. C'est la beauté un peu. Il n'y a pas de problème. Je vais quand même empathir. Ce qu'il faut dire, on a tout vu avec Alpha Condé. Et on n'a jamais assisté au ramassage des émetteurs d'une radio et les casiers quelque part dans un département étatique. Ouais. Quand même, Abdallah, c'est trop. C'est une désolation. Avec Sabari, on a assisté à ça ici, sous le régime CNRD, avec un colonel qui nous a promis tout. La refondation. Nous a promis ciel et terre. Et aujourd'hui, c'est le site inquisiteur et Guinée Matin, même si les faits se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes, mais nous, on va les mettre dans le même casier. Il faut le dire ainsi. D'ailleurs, j'ai entendu Mokhtar dire que oui, il ne faut pas continuer à prendre Moussa Moïse comme ce journaliste investigateur qui était surnommé inspecteur Colombo, entre guillemets, à qui il a rappelé. Et oui, mais nous, il faut dire que cette nouvelle génération qui a connu Moussa Moïse en tant que chroniqueur dans l'émission Les Grandes Gueules, va toujours continuer à croire que cet homme-là a apporté quelque chose quand même. Il était journaliste et il ne va jamais perdre ce manteau. Alors qu'il sorte officiellement pour dire que c'est lui qui a ordonné à ce qu'on ferme le site inquisiteur, parce qu'en quelque sorte il était au moins lui il s'est assumé. Il a assumé. C'est ça aussi. Mais je ne suis pas contre de cela. Mais quand j'entends dire que oui, c'est parce qu'il veut
pas qu'il soit mal avec le CNRD, parce qu'aujourd'hui, il est le fervent chargé de communication qui essaye de tout modeler. Directeur de la communication et qui essaye de tout peindre en blanc. Moi, je me dis, il n'a pas raison. Parce que lui, Moussa Moïse n'est qu'un individu, c'est une personne. Alors que le site, c'est une entreprise qui emploie aujourd'hui d'autres personnes qui peuvent avoir la même posture que lui, qui peuvent avoir la même famille, qui peuvent aussi bénéficier du même décret que lui. Ouais. Alors il ne peut pas se servir de son pouvoir d'aujourd'hui pour ordonner la fermeture sans aucune pièce justificative pour dire que c'est moi qui décide. C'est comme s'il était le demi-dieu alors qu'il était simple partenaire. Et puisqu'à un certain moment on a compris avec les enquêtes oui, on a même des documents. Voilà, malheureusement Yaya n'est pas dans l'émission, sinon on avait des documents. Il a cédé la partie. Il a cédé la partie parce que des informations qui sont sorties et qui ont été même relayées, les enquêtes relayées par le site, il a eu peur, il a cédé la partie. Alors aujourd'hui personne ne lui considère comme étant l'associé en quelque sorte à cette entreprise-là. Alors, qu'il essaye de nous procurer de la paix, là, bien, il faut le dire, il n'a pas le droit. Et si aujourd'hui, on a compris avec cette levée de restrictions, commençant par le site inquisiteur, nous félicitons et nous félicitons d'ailleurs le SPPG, le syndicat, mais on comprend que Ousmane Gawal, pour le cas de Guinée Matin, assume ou pas. On sait que le CNRD, puisque Moussa Moïse appartient aujourd'hui à cette formation-là, à ce gouvernement, à ce régime, à ce gouvernement. Non, pas à ce gouvernement, à ce régime, attention. Attention, il n'est pas ministre. Mais il n'est pas ministre. Il n'est pas ministre, il n'est pas ministre, mais il évolue à la présidence. Oui, alors mais il n'est pas ministre. D'accord, je suis d'accord. Oui. C'est un régime, il appartient à ce régime. Mais que Ousmane Gawal assume ou pas, on sait que c'est le CNRD qui est derrière. Et puisque de l'autre côté, Moussa Moïse appartient à ce régime. Je rectifie le mot, Abdallah, comme vous, comme tu veux. Non, pas comme je veux. Je sais que tu es un homme de terrain, tu sais de quoi je parle. Je rectifie le tir. Ouais. Alors, Ousmane Gawal, il peut dénier les faits, mais ces faits sont têtus. Ça n'a pas commencé par Guinée Matin. Ouais. Que de grâce, que l'on fasse en sorte que Guinée Matin recouvre sa liberté, que l'on fasse en sorte que Guinée Matin reprenne ses activités pour le bonheur de ses lecteurs et des employés, pour le bonheur de la corporation. Bien, c'est déjà compris. Une transition est derrière, nous parlons de cette révélation. Oui, on va dire que c'est une révélation sanglante, hein, parce que là, ça dépasse même les entendements. Le procès du 28 septembre n'a d'abord pas fini de livrer ses derniers secrets. C'est tout à l'heure après cette courte transition. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.
Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Nous regarder sur Kavi TV, de nous écouter sur Kavi FM 89.5. Merci de nous suivre sur nos différents réseaux. Il faut le rappeler pour ces auditeurs et téléspectateurs, pour ceux qui nous pratiquent notamment sur notre page Facebook, tapez groupe Kavi Média. Vous pourrez quand même vous pourrez retrouver cette émission en direct parce qu'on a eu beaucoup de réclamations de ce côté. Ce n'est pas uniquement Flash Guinée, mais vous pouvez taper groupe Kavi Média pour avoir le lien en direct dans cette émission ou le lien direct de cette émission d'aujourd'hui. Évidemment, on parlait de cet autre sujet, procès du 28 septembre, une déclaration, ou on va dire un témoignage qui frise forcément, je cite, les militaires nous ont demandé de nous allonger sur le goudron, sur place, chacun a reçu 50 coups sur le dos, ensuite on nous a déshabillés avant de nous demander de ramper. En ce moment, Bégré était à l'étage, il observait la scène. Ensuite, ils m'ont dit d'aboyer comme des chiens et de chanter les louanges de Dadis. C'est un témoignage fait par une partie civile à la barre, Mamadou Aliou Diallo. Il était marchand de profession. Honnêtement, j'étais très touché par ce témoignage. Sila, vous avez aussi appris cette actualité. Comme moi, aujourd'hui, c'est ce procès qui livre encore des secrets, des pratiques malsaines qui n'honorent pas la République. Oui, écoutez, je crois que rien ne nous surprendra dans ce procès parce que le pire est déjà connu. Violer des femmes, c'est quand même le comble. Et maintenant, tout ce qui viendra derrière, ce ne sont que des détails. Dadis a dit lors de son passage devant la cour que ce qu'il a fait en Guinée en 11 mois, personne ne l'a fait. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais quoi? Effectivement. Quoi? Effectivement. En une seule journée, nous avons perdu plus de 157 Guinéens. En une seule journée, plus de 50 femmes ont été violées. Ça n'a jamais été fait en Guinée. Oui. C'était une première. C'était une première. Et donc, il a parfaitement raison de dire que ce qu'il a fait en 11 mois, que aucun président ne l'a fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, si des gens qui sont arrêtés lors de cette manifestation sont traités de la sorte comme des chiens, comme je ne sais encore quel qualificatif apporter, ça ne m'étonne guère. Sauf que ce qu'il faut dire dans ce procès, pour que ce procès soit équitable, je le dis une fois encore, il faut la présence du général Sekouba Konaté. Parce que c'était le ministre de la Défense d'alors. Et c'est l'armée qui a agi. Selon des partis civils. Selon des partis civils, oui, effectivement. Parce que ce n'est pas la version donnée par Kiebo, Dadis et autres. Non, Keburo a dit que c'était des bérets rouges, que lui, son unité avait rien fait. Toumba dit qu'il était effectivement présent, il y avait des bérets rouges. Ce qui veut dire qu'il relève du ministère de la Défense. Et ce que la Défense ne veut pas comprendre. Non, il relève du ministère de la Défense. Bon, on peut comprendre, mais il faut, pour que la vérité jaillisse dans ce dossier, il faut forcément la présence du général Sekouba Konaté. Sinon, c'est un semblant qu'on est en train de faire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que des militaires commettent des bavures sur des paisibles citoyens et il y a un premier responsable de l'armée, c'est le ministre de la Défense. Et vous organisez un procès pour pouvoir trouver les coupables, dire la vérité et sans que ce monsieur ne soit entendu. Je ne dis pas qu'il est responsable, mais il peut être entendu en tant que témoin. Il peut comparaître. Il peut comparaître en tant que témoin pour donner sa part de vérité. C'est extrêmement important. Mais il faut comprendre aussi à ces hommes en uniforme qu'ils doivent comprendre qu'ils ont commencé par la vie civile et ils termineront par la vie civile. Forcément. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez une tenue,
Mais c'est les citoyens qui achètent cette tenue. C'est les pauvres populations qui vous payent, qui vous nourrissent, qui vous logent. Ils doivent comprendre cela. C'est extrêmement important. Pour moi, et ça continue, les pratiques continuent toujours encore. Oui. Ça continue toujours encore parce que, surtout aujourd'hui avec les forces spéciales, mais ils font du n'importe quoi dans la circulation. Pour dire que parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Je crois que ce procès doit enseigner. Ceux qui sont là aujourd'hui, ça devrait enseigner. Mais, pour moi, selon mon regard de la situation, ils ne tirent pas de bonnes leçons. Et je me demande même, est-ce qu'ils suivent le déroulement du procès? C'est la grosse question que je me pose. Et une fois encore, il faut faire venir Sekouba Konaté pour qu'il soit entendu. Oui, Cheikh. Par rapport à ce sujet... Moi, je vais dire que même dans ce studio, il faut respecter le principe de présomption d'innocence. Et pour le moment, personne n'a tué. Personne n'est coupable, tout le monde est accusé. Dadis, c'est un accusé, tout comme Toumba, comme les autres. Donc si Dadis a dit ce qu'il a fait en 11 mois, personne n'a fait, cela ne veut pas dire qu'il a tué des gens au stade du 28 septembre. Non, attention, moi je n'ai pas dit que Dadis a tué, attention. Sous son régime. J'ai dit, Abdallah, c'est extrêmement important, j'ai dit qu'en une journée, plus de 150 Guinéens ont perdu la vie. Ça c'était sous son régime. Personne ne l'a fait. On va s'écouter ici là. Sous son régime, il y a eu des massacres. Sous son régime, il y a eu des violences. Sous son régime, il y a eu des cas de viol sur les femmes et filles. Sous son régime, il y a eu tas de choses. Sous son régime, il y a eu 28 septembre 2009. Mais il n'est pas le seul interpellé. Oui, mais quand ça déborde dans cette émission, Abdallah est le premier responsable. On impute la responsabilité. Donc il faut comprendre, c'est très basique. Il peut être blanchi tout comme les autres. Il peut être blanchi pour le moment. Attendons le verdict. On ne peut pas indexer quelqu'un parce qu'il était simplement premier responsable, chef de l'État à l'époque, président de la transition, pour dire que oui, il faut mettre tout sur ses épaules. Moi, je ne peux pas accepter cela. Mais est-ce qu'il faut saluer Abdallah? De l'autre côté, tu prêches dans le désert. Je ne prêche pas dans le désert. Non, je ne prêche pas dans le désert. Ouais. Je ne prêche pas dans le... C'est qu'il faut dire, je suis un des respectueux du principe de présomption d'innocence. Et les spécialistes à la matière vont vous dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de coupable. Ceux qui sont là-bas sont cités comme les accusés. Et c'est pourquoi le procès continue. S'il y avait de coupables, mais le verdict allait tomber. Depuis là, on allait emprisonner ceux qui sont... Oui. Parlons de cette déclaration, de la déclaration de cette partie. Voilà, de la déclaration de cette partie civile. Moi, je me réjouis de la tenue d'ailleurs, en quelque sorte, de ce procès. Parce que ça nous permet de comprendre exactement à travers ces témoignages ce qui a été fait depuis 2009 à l'occasion de cet événement. C'est regrettable, c'est déplorable quand on entend une partie civile témoigner de la sorte. Mais ce qui est sûr, que l'on invite des gens à aboyer comme des chiens et à faire des louanges, de l'homme fort, du président de la transition d'alors. Ça, bon, on n'est pas parrain d'un promeneur solitaire, mais ce qu'on sait, ces témoignages comme ça en dit long. Et jusqu'ici, et ça nous a permis de comprendre combien de fois sous le régime CNDD, il y a eu des atrocités, trop de bavures. Surtout cet événement du 28 septembre a montré d'ailleurs à travers la tenue du procès qu'il y a eu assez de mal qui ont été faits. Bien. Et jusqu'ici, il faut réparer, il faut que la justice soit faite, il faut que lumière soit faite et sur tout ce qui a été fait. Et s'il y a des coupables, il faut les punir à la hauteur de leur forfaiture. Et s'il y a des innocents, il faut les disculper simplement. Simplement, oui, Ali Badara Akila, j'y arrive. Aujourd'hui, j'ai du mal à dire Akila. Oui, Akila. Je soutiens la thèse de... Tu vas le soutenir tout. Non, c'est peut-être c'est pas étonnant. Vous allez peut-être pour la toute première fois, je ne vais pas aller sur la même ligne que toi dans ce studio. Ce qui est important, Dadis, il était le président de la transition, patron du CNDD. Qui est accusé de ces cas de meurtre? C'est le CNDD. Dadis, il était le patron. Il gérait toutes les institutions. Et aujourd'hui, cet homme, devant ses juges et procureurs aussi, les avocats, il aurait dû
réfléchir. Réfléchir encore avant de prendre la parole. Parce que quand il dit ce qu'il a fait, beaucoup de régimes ne l'ont pas fait en Guinée. Mais il a raison. On a tué les gens. Les personnes ensanglantées. Des viols. Des fosses communes reconnues. Mais si, avec tout ça, l'élégance voudrait que cet homme demande pardon au peuple de Guinée, sans même passer par un procès. Parce que c'était lui le responsable. Ce témoignage sanglant. Parlons maintenant de ce témoignage. Ce témoignage. Qui est sanglant quand même. La Guinée, elle est nourrie de haine, de violence. On doit se pardonner. La Guinée a besoin d'un pardon. Le peuple a besoin d'un pardon. Les dirigeants doivent demander pardon au peuple. L'histoire de ce pays, elle est étriquée. Elle est morose. Mais les hommes qui la gèrent sont des hommes aussi qui sont dans l'obscurantisme. Si j'écoute un tel témoignage et qu'on me dise que ça s'est passé en Guinée, je tombe des nues. Ouais. C'est dommage. Je ne sais même plus quoi dire parce que si vous demandez à quel d'abord vous le bastonnez, vous le rouez de coups. Hein? Après tout ça, vous demandez à la personne de faire les louanges. D'aboyer d'abord. Comme un petit chiot. Ah. Après, vous demandez aussi à la personne de faire les louanges. Comme un chiot, j'y arrive. Non, d'un dadis. Oui. Le pouvoir était vraiment dans la rue. Oui. Il l'a dit. Le pouvoir était dans la rue. On avait besoin de la prendre, s'il faut, n'est pas la jeter dans la, le jeter dans la poubelle, mais redorer les choses. Évidemment. Et je demande au CNRD de suivre de près ce procès. C'est important. Parce qu'il a de leçons à en tirer. Mais malheureusement, la transition est tombée en panne. Il faut craindre. Hein. On doit se pardonner dans ce pays. Bien, on va prendre la direction de la bande de Gaza. On suit tous l'actualité. C'est l'actualité majeure. On en parle partout. Le monde entier est préoccupé par cette guerre engagée de ce côté, Israël et Hamas qui ne se comprennent plus. On parle des milliers de morts. Ali Badar Akila, hier soir, on en parlait. On était même en train de voir les statistiques qui montaient. Ce bilan macabre qui s'alourdit. C'est l'ingérence de la communauté internationale, c'est l'ingérence des Nations Unies, ce soutien du 2 poids 2 mesures. Ce que j'ai été étonné de voir Macron faire une sortie scandaleuse, soutenir l'Israël, dire que l'Israël est dans une légitime de défense et s'apitoyant sur les cas de mort de mineurs, de femmes. Et si on prend ou on refait l'histoire, on fait le rappel, vous comprendrez avec moi que la Palestine a beaucoup souffert de de Yasser. Jusqu'à date, c'est un pays qui a connu des drames, qui a connu des attaques perpétrées de l'Israël. Pourquoi ne pas dire à l'Israël d'arrêter? À cause d'une toute petite mosquée construite, vous allez ôter des vies, vous allez tuer des gens. Et avec ce soutien aussi indélébile qu'il est de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de ses alliés, même les USA. Mais c'est dommage. Ouais. Parce qu'on appelle à une autre guerre. C'est là que les gens ne veulent pas comprendre. Ouais. On appelle à une autre guerre. Parce que vous avez suivi la sortie du président kékénien qui appelle même aux États islamistes, mais d'être prêts parce que quelque chose arrive et il faut défendre cette cause. Ouais. Et l'Iran de l'autre côté, Liban de l'autre côté, il y a combien d'États islamiques aujourd'hui dans le monde? Nous appelons à un cessez-le-feu, qu'il y ait des négociations internes. S'il faut, il faut dépêcher une armée pour aujourd'hui venir s'interférer entre les deux pays. Ouais. Au moins que cette armée soit à la frontière pour éviter de tels drames. Ouais. Parce que ce qui arrive en bande de Gaza, mais aussi en Israël, franchement, nous assistons à une guerre, mais il faut sauver le monde. Bien. Parce que la Palestine n'est pas encore reconnue comme un État. Il y a cette frustration. Et l'Israël qui se croit
fort aussi que cette Palestine continue de bombarder le pays. Mais l'Israël aussi est en train de subir les conséquences. Évidemment. Parce qu'on parle de milliers de morts. Ouais. Et est-ce qu'on doit assister à tout ça? Les États-Unis ou le président Biden doit comprendre que soutenir l'Israël, ouais, c'est bien, c'est son allié, mais il ne faut pas oublier ces personnes qui sont en train de tomber sous les coups de foudre, de balles et autres. Bien. C'est dommage pour ce monde dans lequel nous vivons. Yamoussa Cheikh. Le pire risque de se produire si nous ne faisons pas attention et si nous ne prenons pas garde. Puisque jusqu'ici, on parle de 1200 Israéliens tués et de 1055 morts de côté de Palestiniens, oui. 5000 blessés. Et donc, des déplacés. Le bilan, les déplacés également, le bilan il est macabre. On fait appel à une autre guerre aujourd'hui, on veut juste tourner les attentions. Parce que, souvenez-vous, la Russie et l'Ukraine, on en parle tout le temps. Et, ça dure toujours, ça perdure. Ça perdure. Et aujourd'hui, l'Israël et Hamas reprennent encore les hostilités. C'est vrai que ça dure. Ça dure, l'adversité dure depuis très longtemps, des années. Mais avec cette augmentation d'atrocités et de cette fougue d'en découdre avec l'ennemi, aujourd'hui on n'avait pas assisté à cela. Et donc ce qu'il a rappelé tout à l'heure, avec tout ça, l'on voit le soutien de la communauté internationale. J'ai vu Biden donner sa bénédiction à l'Israël et tout en l'appelant à respecter quand même le principe judiciaire de la guerre, comme pour dire que oui, ce que vous faites, on vous soutient, nous vous soutenons, il faut continuer. On encourage la communauté arabe aujourd'hui à s'entretuer, et ce qui est très inquiétant, et puisque ces morts-là intéressent le monde entier. Et donc, il faut éviter à ce que, comme j'ai commencé par le dire, Abdallah, il faut éviter à ce que le pire se produise. C'est vrai, nous sommes en guerre, et parce qu'en prenant l'exemple sur l'Ukraine et aujourd'hui cette communauté arabe, l'Ukraine et la Russie, nous sommes en guerre. Donc, c'est le moment. C'est le moment pour tous les décideurs mondiaux de se retrouver et de conjuguer le même verbe pour que ça cesse. Puisque ces guerres, personne n'en profite. Bien. Oui, Silla, pour terminer sur ce sujet, on a quand même suivi cette actualité. On déplore quand même ces cas de mort, ces bombardements hier. Nous suivons ces images quand même qui écœurent, ces images qui touchent la sensibilité des uns et des autres. Israël et Hamas reprennent encore les hostilités de plus belle. On a quand même pensé avoir tourné cette page, mais malheureusement, des âmes continuent de tomber de ce côté. Oui, effectivement, c'est ce qui est arrivé, ce qui est en train de se passer est regrettable. C'est en ce sens que moi je regrette Donald Trump au pouvoir. Parce qu'à chaque fois que les démocrates arrivent au pouvoir aux États-Unis, c'est des problèmes partout à travers le monde. Ou Donald Trump? Non, Donald Trump qui a quitté les démocrates. La républicanité. Voilà. Parce que si vous vous souvenez aussi, au temps de Barack Obama, bien vrai qu'il a laissé des traces indélébiles du côté des États-Unis, mais il ne faut pas aussi oublier le côté sombre de son pouvoir. C'est en son temps qu'on nous a annoncé la mort de Ben Laden. C'est en son temps qu'on a combattu Kadhafi. Des choses qu'il regrette aujourd'hui. Aujourd'hui, ce combat contre Kadhafi, nous, Africains, nous sommes en train de vivre cela. Les conséquences. Le djihadisme, un peu partout à travers nos pays, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Le Niger, pardon. Non, la Côte d'Ivoire a connu une attaque terroriste, si vous vous souvenez. Puisqu'on parle du djihadisme. Du djihadisme. Et tout cela, c'est à la suite de l'assassinat de Muammar Kadhafi. Et quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, les États-Unis pour les Américains. J'ai bien aimé cette philosophie. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On s'en fout de vos problèmes, gérez vos problèmes, on gère les miens. C'est ce qui est son temps au pouvoir, on n'a enregistré aucune guerre à travers le monde.
Et c'est ce qu'on a aimé, c'est cette paix-là qu'on a aimé. Il a géré les États-Unis comme on gère une entreprise. Ouais. C'est cela. Et nous avons vu les résultats probants qu'il a laissés. Et je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous voyez des guerres par-ci, par-là, c'est parce que ces puissances-là ont des intérêts derrière. Ouais. Si l'Iran, s'il y a un pays qui est soutenu par rapport à l'autre, en fait, c'est pourquoi, à un moment donné, moi j'avais eu peur au Niger, j'ai dit, voilà la France et la Russie qui s'affrontent en Afrique. Parce que d'un côté, il y a la France qui soutenait le président déchu, de l'autre côté, il y avait la Russie qui voulait récupérer le Niger. Et donc, du coup, il fallait soutenir les militaires qui étaient là pour pouvoir gagner le pari. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe de ce côté-là, les pays arabes. Donc, pour moi, l'ONU doit agir. Et l'ONU est en train de montrer ses limites. Pour moi, il faut carrément revoir cette institution pour pouvoir prendre un autre élan et nous éviter des catastrophes comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est assez grave. C'est assez grave. Moins d'une année, on vous parle de plus de 2000 morts. Ouais. C'est quand même horrible. Donc pour moi... Et ça, c'est un bilan, selon le bilan officiel. Et ça, c'est un bilan provisoire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Donc, à quand la guerre va s'arrêter et quelles seront les conséquences? Parce que là, vous parlez des mots, on ne compte pas les déplacer. C'est assez grave. Donc, pour moi, il faut tout de suite arrêter et les grandes puissances doivent mettre de l'eau et ne pas regarder seulement que leur intérêt. Parce que si vous voyez aujourd'hui, on parle des migrants, les Européens envoyés tout ça, mais c'est la conséquence de la mort de Kadhafi. Oui. Sinon... Même si c'est vrai qu'il y avait un peu la migration, mais c'était un peu contrôlé. Mais depuis ça, mais écoutez, c'est le laisser aller. Et voilà les conséquences. Et ce qu'il faut faire, il faut arrêter tout de suite cette guerre. Surtout qu'Israël est en train de resserrer les rangs. Parce qu'il y a eu un gouvernement... un gouvernement d'urgence, je crois, ils ont mis en place, qui a été mis en place avec le responsable, le leader de l'opposition, Gantz, et le premier ministre Benjamin Netanyahou. Et donc, il faut passer à l'offensive exactement et continuer à mettre pression sur l'adversaire. Donc, le pire risque de se produire, Abdallah. Je le rappelle, il faut intervenir à temps. Surtout que la Palestine en avait ras-le-bol. Parce que la Palestine a connu des histoires, surtout des attaques inouïes. Surtout c'est pendant les mois de Ramadan que l'Israël envoie son armée pour s'attaquer aux fidèles musulmans dans les mosquées. Et ça n'a jamais été condamné par l'ONU. On n'en parlait presque pas. Les États-Unis n'en parlaient pas. La France, il a fallu qu'il y ait une attaque contre ce pays quand il s'agissait de Charlie Hebdo pour que la France s'en mêle. Et finalement, c'est la Palestine qui a été accusée de tout. Et aujourd'hui, on a l'impression que la Palestine est en train de se relever maintenant contre l'Israël parce que ça devenait presque de trop. Et la seule solution, c'est les États-Unis. Dans cette guerre. Ah bon? Oui, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont la solution pour mettre fin à cette guerre. Parce que si vous prenez cette géopolitique, elle a été imposée par les États-Unis. Et ce sont eux qui refusent de reconnaître l'État palestinien. Yasser s'est battu pendant des années. À l'époque, Netanyahou n'était qu'un simple décideur, mais qui n'avait pas les postes. L'opposant qui est venu après l'ex-patron de l'Israël suivait aussi Netanyahou. Aujourd'hui, Netanyahou est le premier ministre de l'État israélien. Il continue avec les mêmes comportements. Et vous avez vu le groupement de Gaza qui a compris qu'il ne fallait pas se laisser faire. Et pire, c'est parce que le peuple soutient bec aux ongles la décision des bandes de Gaza. Ils attendaient juste sa réaction pour revenir. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ça doit interpeller tout le monde. Les soutiens là, la France, l'Allemagne ou les États-Unis, ils vont se soutenir. C'est des gens, ils ont une politique que les autres pays ne veulent pas comprendre. Quand il y a des guerres, ils se servent de ça pour préparer leur propre armée. Et nous, on est en train de s'entretuer de l'autre côté et eux, ils sont en train de préparer une armée d'autodéfense.
Et malheureusement, la diplomatie française, elle n'est connue que sur le papier et c'est une diplomatie du 2 poids 2 mesures, soutenue par les États-Unis et la Palestine. Les gens ne vont pas comprendre, mais elle rentre dans les annales de l'histoire. Parce que les gens le diront pour que pour toute première fois, la Palestine a eu le courage, l'audace d'attaquer l'Israël et la Palestine s'est défendue contre un État appelé Israël. Bien. On n'a pas besoin de ça. Bien. Les États-Unis ont la solution. Bien, en tout cas, il faut revoir cette guerre pour éviter un massacre de ce côté. Mamadou, je veux dire Mamadou Sylla, je vais écorcher, mais je ne vais pas écorcher parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'écorcher. Mamadou Mokhtar Sylla, merci d'être passé dans ce studio. Merci, c'est un plaisir. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Inch'Allah, On va se retrouver les jeudis pour parler d'actualité. Merci. Merci Yamoussa Cheikh Kamara, siaminfo.com, toujours première sur les infos. Merci Abdallah, merci. Merci à tous. Oui. Akil Ali Badara, l'ambassadeur de l'Axe, merci. Merci. On se reprend demain. Nous allons revenir sur des dossiers. Ouais. Les 5 millions d'euros disparus. Les 2 mallettes disparues le jour du 5 septembre et les milliards qui étaient dans les coffres forts. On reviendra sur ça les jours à venir. Donc, Akila qui mène ses enquêtes de ce côté. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Omar Diallo, Idiba. À la régie radio, nous ont accompagné l'homme de nuit, Kandé Sanko et Mamadou Diallo. À la régie télé, Hassan So, Vabako Ivogui, le sorcier. Melika Sita Otayek, Robert Kourma. Et infographie, Traoré, Ibrahim. Production, Alpha Taïboussila. Et à la réalisation, notre infatigable Michel Ouamouno. Merci à vous, téléspectateurs, auditeurs. On se reprend demain pour le vendredi de développement. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kadi Média, le média du développement.